Cet après-midi, je vous raconte un homme qui est reparti en équipe sur les pas de nos ancêtres à la recherche des moindres traces des peintures rupestres qu'ils ont pu laisser, ou la véritable histoire de Léo Frobenius, l'explorateur de l'art préhistorique. À quel moment la préhistoire est-elle devenue une discipline scientifique ? Quel rôle les ethnologues ont-ils joué dans sa renaissance ? Comment préserver ces arts ancestraux ? Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes à Paris, capitale des arts, le 20 novembre 1930. Le peintre de Reims quitte sa maison de l'actuelle rue du Douanier Rousseau et Zadkine son atelier de la rue d'Assas. Au même moment, toutes les figures de l'avant-garde artistique de l'époque se mettent en route vers le 8e arrondissement. Marie Laurencin, Miro, Bonnard, tous ont à leur manière révolutionné la peinture. Tous sont des aventuriers de l'art moderne. Ils portent avec eux un carton d'invitation pour le vernissage d'une exposition inédite. Il s'agit des copies de peintures préhistoriques récemment rapportées de son expédition en Afrique australe par un certain Léo Frobenius. Reparti en mission, l'ethnologue allemand de 57 ans n'est pas présent et c'est l'une de ses collaboratrices qui attend les invités, salle Pleyel. Elle se nomme Maria Weyersberg. Elle est peintre elle aussi, elle a réalisé plusieurs des aquarelles présentées ce soir-là. Une artiste de l'ombre si l'on veut, un peu comme les artistes de la préhistoire qu'elle représente en quelque sorte. L'Institut indépendant Frobenius propose alors quelque chose de révolutionnaire, sortir ces peintures de leur grotte pour les faire entrer dans la lumière des musées. Et dès l'entrée, les visiteurs remarquent la modernité étourdissante de ces œuvres et l'incroyable parenté entre cet art et le leur. De toile en toile, chacun avance de plus en plus subjugué. Ces œuvres ont beau être âgées de plusieurs dizaines de milliers d'années, certaines d'entre elles portent en elles quelque chose de presque précurseur. Le paradoxe a de quoi en fasciner plus d'un, mais parmi les invités, un homme de petite taille aux cheveux noirs semble particulièrement troublé. Depuis quelques minutes, il est comme cloué devant une fresque qu'il scrute avec intensité. Une scène énigmatique où se mêlent hommes et femmes en harmonie avec les animaux, en une sorte de rêve étrange. Son regard semble se fixer sur le détail d'un auroch, sur le trait virtuose avec lequel la main du peintre a réalisé cet ancêtre du taureau. À 50 ans, cet homme, qui n'est autre que Pablo Picasso, est en quête d'inspiration nouvelle. Et voilà que soudain, 7 ans avant de réaliser Guernica, son cauchemar moderne, ses recherches viennent d'entrer en résonance avec celles d'artistes de la préhistoire. C'est un choc esthétique semblable à celui qu'ont vécu les tout premiers chercheurs de cette science nouvelle quelques décennies plus tôt. Une véritable rencontre, un dialogue qui s'ouvre et qui ne cessera plus jamais. Les artistes modernes prennent conscience avec émotion que leurs ancêtres étaient habités de la même pulsion créatrice qu'eux-mêmes et qu'ils parlaient déjà le langage de l'art. Tout commence en 1879 au nord de l'Espagne, à Santillana del Mar précisément. C'est là que depuis quelque temps un homme se plaît à explorer une grotte pendant ses heures de temps libre, une grotte découverte il y a peu par un chasseur du coin. Mais ce jour-là, l'archéologue amateur a décidé de s'y rendre avec sa fille de 8 ans. Contrairement à son père, l'enfant a le réflexe de regarder au-dessus d'elle et remarque que la voûte est recouverte d'animaux. « Des taureaux !» s'exclame-t-elle. Il s'agit en réalité de bisons, 16 en tout, aux couleurs vives et magnifiquement exécutées. La grotte d'Altamira vient d'être découverte. Mais aussitôt, le monde scientifique nie en bloc l'authenticité de ces peintures. Au vu de leur qualité remarquable, elles ne peuvent être que l'œuvre d'un faussaire. Pourtant, il s'agit bien là du premier grand ensemble pictural préhistorique qui vient de ressurgir après 15 000 ans de sommeil. C'est la naissance d'un immense engouement, d'une préhistomania, pour reprendre le titre de l'exposition qui dévoile actuellement ses créations du temps d'avant au Musée de l'Homme de Paris. Une préhistomania donc qui contamine aussitôt le grand public. Quelques pionniers, souvent autodidactes et à la marge de la communauté scientifique, se lancent ça et là à la découverte d'autres sites afin de relever les œuvres sur les parois et prouver ainsi au monde européen de quoi étaient capables nos ancêtres de la fin de l'âge de pierre au début de l'âge de bronze. 20 ans plus tard, le jeune Henri Breuil participe à des fouilles en Dordogne. À 24 ans, il vient d'être ordonné prêtre, mais il préfère les grottes aux églises. Lors de ses études au séminaire, fasciné par les cours de son professeur de sciences, il a décidé de se vouer tout entier à l'étude de la préhistoire. Et en ce 8 septembre 1901, l'abbé Breuil
découvre la grotte des Combarelles, un site majeur de plus de 600 gravures animales datant de 13 000 ans. Puis 4 jours plus tard, la grotte de Font-de-Gaume et ses somptueuses peintures magdaléniennes. Très bon dessinateur, l'abbé Breuil a trouvé une technique pour témoigner de ces vestiges. Avec son béret noir comme seule protection, il rampe au fond des grottes, un fusain entre les dents, applique un papier sur la paroi et retrace les contours des gravures ou des dessins. À l'image de cette science qui vient tout juste de naître, les moyens sont rudimentaires et le papier utilisé n'est qu'un simple emballage pour fleuristes. Toutefois, avec ces découvertes, l'art préhistorique conquiert désormais ses lettres de noblesse. Les publications s'enchaînent, les recherches avancent et bouleversent la vision des contemporains. Mais si l'authenticité de ces peintures est devenue irréfutable, de nombreux mystères demeurent. Qu'ont cherché à exprimer ces artistes préhistoriques? Quel était le but de ces mystérieuses représentations dont la beauté, certes, fascine, mais dont le sens échappe encore à ces premiers préhistoriens? C'est à toutes ces questions qu'il s'agit désormais de répondre. À l'aube du XXe siècle, une poignée de chercheurs en quête de réponses se lance dans l'édification d'une science nouvelle. L'un d'eux se nomme donc Leo Frobenius. Autodidacte, ce trentenaire allemand est devenu ethnologue sur le tard. Les sociétés scientifiques de Francfort ne l'intéressent guère et il cherche à rejoindre l'Afrique à tout prix, ce continent qui le fascine depuis sa petite enfance. Craignant que le processus de colonisation européen ne fasse disparaître à jamais ce qu'il considère comme un art majeur, il entend tout documenter. Frobenius est persuadé que partout en Afrique se trouvent des œuvres majeures qui n'attendent que leur découverte, et sûrement parmi elles des peintures pariétales au sein des grottes ainsi que des peintures rupestres dans les gorges rocheuses isolées du reste du continent. En 1904, Leo Frobenius parvient à trouver des financements pour son tout premier voyage au Congo. Il entend se familiariser avec son terrain, apprendre le dur métier d'aventurier. Mais en guise de baptême du feu, il reçoit une flèche empoisonnée dans la jambe. Cela ne le décourage pas pour autant, et Frobenius passe 10 ans à sillonner le continent. Mais la Grande Guerre éclate et coupe court à ses projets. Qu'à cela ne tienne, il utilisera la guerre à sa façon. Sur ordre secret de l'état-major allemand, il embarque en 1915 en mer Rouge en direction de l'Érythrée. Sa mission est de soulever les Arabes et les Soudanais contre les Britanniques. Mais n'est pas Laurence d'Arabie qui veut. Espion maladroit, Frobenius se détourne de sa mission et profite du voyage pour faire reproduire des peintures rupestres de la région. Après quoi, il ne déviera plus jamais de sa voie. 10 ans plus tard, en 1926, il revient d'une expédition qu'il a montée dans le désert nubien. Accompagné d'artistes et de scientifiques, il rentre à Francfort avec dans ses malles près de 1200 dessins. Mais pas question de s'arrêter là. À peine rentré, Leo Frobenius se met en quête de financement pour une nouvelle expédition d'envergure en Afrique australe. Pour lui, à 53 ans, l'aventure ne fait que commencer. En 1928, la grande expédition rêvée par Frobenius est quasiment prête. Il s'agit d'un voyage de 2 ans à travers 7 pays du sud de l'Afrique. Un voyage qui a coûté très cher à mettre en place car il exige de lourdes dépenses en matériel, en guide, en porteur. Et la somme de 160 000 Reichsmark récoltée à ce jour ne suffit pas. Qu'à cela ne tienne, Frobenius jouera de son talent de showman sur la route afin de compléter son budget. L'énergumène s'est enjolivé la vérité pour donner à ses aventures une tournure rocambolesque lorsqu'elle lui semble manquer de piquant. À la presse qui raffole du personnage, il promet une véritable épopée. Mais derrière l'aventurier fantasque se cache un scientifique sérieux. Leo Frobenius a compris avant l'heure que les peintures préhistoriques sont vouées à disparaître avec le temps et qu'il faut s'empresser de les relever pour en garder la trace. Ses collaborateurs ont donc été triés sur le volet en fonction de leur motivation et de leurs compétences. Ils seront 7 en tout à l'accompagner, 3 scientifiques et 4 peintres. Et à l'exception du chef d'expédition, il s'agit d'une première pour tous les jeunes participants. Chose rare pour l'époque, plusieurs femmes font partie du voyage. Parmi les 4 artistes peintres de l'exposition, 3 sont des jeunes filles fraîchement diplômées des Beaux-Arts. Elisabeth Mansfeld, Maria Weiersberg et Agnès Schulz. Issues de bonnes familles allemandes, elles voient en ce voyage une opportunité de s'émanciper et l'occasion de vivre l'aventure d'une vie. La 9e expédition Frobenius
atteint enfin l'Afrique du Sud à la fin de l'été 1928. Le 6 octobre, les 4 femmes de l'expédition, à savoir les 3 artistes peintres et la scientifique Mrs. Slack, quittent leur camp de base à 10 km de Pretoria et partent seules pour le Lesotho. Après une courte étape à Maseru, la capitale, elles s'enfoncent dans les montagnes du pays. Là-bas, elles découvrent des représentations animales vieilles de plusieurs milliers d'années, dont certaines se superposent en différentes couches et qui donnent à penser que de nombreux artistes d'une génération à l'autre ont participé à la création de cette grande fresque évolutive. Impressionnées par l'ampleur et la complexité de leur tâche, les collaboratrices de Frobenius réfléchissent longuement à la manière de transposer ces peintures en taille réelle. À cette saison, des pluies diluviennes tombent sur la région et n'arrangent rien, mais leur petite tente de 4 places résiste aux aléas et chaque jour, leur travail se poursuit inlassablement. Un travail qui dure jusqu'au soir dans la grotte humide et froide, au sommet de frêles escabeaux en bois, avec pour seul éclairage des lampes à pétrole. Guidés par Madame Slack, les 3 jeunes artistes mènent à bien leur mission, appliquent leur papier calque japonais, procèdent au relevé qu'elles peignent ensuite à l'aquarelle. Leurs journées ne sont pas aussi rocambolesques que Frobenius l'a laissé entendre à la presse avant leur départ. Les heures sont longues et studieuses. Ce sont celles d'artistes au travail. Une fois leur mission achevée, ces jeunes femmes retrouvent enfin leur camp de base. Les hommes, de leur côté, viennent tout juste de rentrer de leur mission vers le nord. Frobenius les accueille chaleureusement dans sa chemise saharienne beige et son short assorti, ses longues guêtres en cuir passées de mode et sa casquette d'aviateur à rabat. Le chef d'expédition est très admiratif de la pugnacité de ces jeunes filles et du travail somptueux qu'elles ramènent avec elles. Ravi, il part aussitôt s'isoler sous une tente proche et s'assoit à sa petite table de travail. Cigare aux lèvres, il chausse ses lunettes rondes et griffonne quelques notes. Imperturbable, il ne prête guère attention au petit singe qui vient de s'aventurer hors du bush africain et qui, perché sur le coin de sa table, s'amuse avec sa boîte d'allumettes. Pendant ce temps, les uns et les autres se sont préparés pour sortir et célébrer leurs retrouvailles. L'assurance voyage, on peut s'en passer. Sauf quand on en a besoin. Êtes-vous bien protégé pour votre prochain voyage ? Rendez-vous sur europe-assistance.fr. Europe Assistance. Vous vivez, nous veillons. Europe Assistance SA, entreprise régie par le Code des assurances, RCS Paris 451 366 406, 2 rue Piléwil, 75 009 Paris. Europe 1. Oui, c'est très beau, Versailles, mais c'est peut-être un peu trop beau. 15h, 16h sur Europe 1. Historiquement vôtre. A successor to the kings and queens of history. Voici le fracas des chars allemands qui remontent vers la Normandie. Ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Stéphane Bern. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque jour à 15h et pendant 1 heure. Je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars. Des personnages mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée ou même des événements marquants et que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, je vous raconte un homme qui est reparti en équipe sur les pas de nos ancêtres à la recherche des moindres traces des peintures rupestres qu'ils ont pu laisser. Ou la véritable histoire de Léo Frobenius, l'explorateur de l'art préhistorique. À quel moment la préhistoire est-elle devenue une discipline scientifique ? Quel rôle les ethnologues ont-ils joué dans sa renaissance ? Comment préserver ces arts ancestraux ? Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, j'ai le plaisir d'accueillir la directrice du Musée de l'Homme à Paris. Bonjour, Aurélie Clemente-Ruiz. Bonjour. Et à vos côtés, Richard Kuba, conservateur des collections de l'Institut Frobenius à l'Université Goethe de Francfort-sur-le-Main. Bonjour. Bonjour. Un peu de vocabulaire et d'éléments de définition pour commencer. Je parlais un instant de peinture rupestre, j'aurais pu dire art pariétal également. Quelle est la différence entre art rupestre et art pariétal, Aurélie Clemente-Ruiz ? Alors, c'est ce qu'on trouve à l'extérieur ou à l'intérieur des grottes. Il faut savoir que les hommes et les femmes préhistoriques ont orné des parois avec de la peinture et des gravures aussi. Et tout ce qu'on retrouve en extérieur, eh bien, on appelle ça de l'art rupestre. Et tout ce qu'on trouve en intérieur, dans les grottes, dans les abris sous roches, c'est de l'art pariétal. Voilà. Richard Kuba, en préambule de mon récit consacré aux travaux de l'ethnologue Léo Frobenius et de ses équipes dans les années 30, pourriez-vous nous expliquer
ce qu'est un relevé. Alors, c'était la méthode à l'époque où il n'y avait pas de photographie couleur. Donc, il fallait vraiment des artistes, un œil très, très affranchi pour bien regarder ces relevés. Il fallait calquer d'abord. On a mis les bonnes dimensions sur du papier ou de la toile et puis rendre les couleurs exactement comme ils sont sur le rocher. Alors ensemble, vous venez présenter l'exposition Préhistomania à découvrir actuellement au Musée de l'Homme. On va en parler ensemble. Aurélie Clémenté-Ruiz et Richard Couba, juste après mon récit. Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Nous sommes à Paris, capitale des arts, le 20 novembre 1930. Le peintre de Reims quitte sa maison de l'actuelle rue du Douanier Rousseau et Zadkine son atelier de la rue d'Assas. Au même moment, toutes les figures de l'avant-garde artistique de l'époque se mettent en route vers le 8e arrondissement. Marie Laurencin, Miro, Bonnard, tous ont à leur manière révolutionné la peinture. Tous sont des aventuriers de l'art moderne. Ils portent avec eux un carton d'invitation pour le vernissage d'une exposition inédite. Il s'agit des copies de peintures préhistoriques récemment rapportées de son expédition en Afrique australe par un certain Léo Frobenius. Reparti en mission, l'ethnologue allemand de 57 ans n'est pas présent et c'est l'une de ses collaboratrices qui attend les invités, salle Pleyel. Elle se nomme Maria Weyersberg. Elle est peintre elle aussi, elle a réalisé plusieurs des aquarelles présentées ce soir-là. Une artiste de l'ombre si l'on veut, un peu comme les artistes de la préhistoire qu'elle représente en quelque sorte. L'Institut indépendant Frobenius propose alors quelque chose de révolutionnaire, sortir ces peintures de leur grotte pour les faire entrer dans la lumière des musées. Et dès l'entrée, les visiteurs remarquent la modernité étourdissante de ces œuvres et l'incroyable parenté entre cet art et le leur. De toile en toile, chacun avance de plus en plus subjugué. Ces œuvres ont beau être âgées de plusieurs dizaines de milliers d'années, certaines d'entre elles portent en elles quelque chose de presque précurseur. Le paradoxe a de quoi en fasciner plus d'un, mais parmi les invités, un homme de petite taille aux cheveux noirs semble particulièrement troublé. Depuis quelques minutes, il est comme cloué devant une fresque qu'il scrute avec intensité. Une scène énigmatique où se mêlent hommes et femmes en harmonie avec les animaux en une sorte de rêve étrange. Son regard semble se fixer sur le détail d'un auroch, sur le trait virtuose avec lequel la main du peintre a réalisé cet ancêtre du taureau. À 50 ans, cet homme, qui n'est autre que Pablo Picasso, est en quête d'inspiration nouvelle. Et voilà que soudain, 7 ans avant de réaliser Guernica, son cauchemar moderne, ses recherches viennent d'entrer en résonance avec celles d'artistes de la préhistoire. C'est un choc esthétique semblable à celui qu'ont vécu les tout premiers chercheurs de cette science nouvelle quelques décennies plus tôt. Une véritable rencontre, un dialogue qui s'ouvre et qui ne cessera plus jamais. Les artistes modernes prennent conscience avec émotion que leurs ancêtres étaient habités de la même pulsion créatrice qu'eux-mêmes et qu'ils parlaient déjà le langage de l'art. Tout commence en 1879 au nord de l'Espagne, à Santillana del Mar précisément. C'est là que depuis quelque temps un homme se plaît à explorer une grotte pendant ses heures de temps libre, une grotte découverte il y a peu par un chasseur du coin. Mais ce jour-là, l'archéologue amateur a décidé de s'y rendre avec sa fille de 8 ans. Contrairement à son père, l'enfant a le réflexe de regarder au-dessus d'elle et remarque que la voûte est recouverte d'animaux. « Des taureaux !» s'exclame-t-elle. Il s'agit en réalité de bisons, 16 en tout, aux couleurs vives et magnifiquement exécutées. La grotte d'Altamira vient d'être découverte. Mais aussitôt, le monde scientifique nie en bloc l'authenticité de ces peintures. Au vu de leur qualité remarquable, elles ne peuvent être que l'œuvre d'un faussaire. Pourtant, il s'agit bien là du premier grand ensemble pictural préhistorique qui vient de ressurgir après 15 000 ans de sommeil. C'est la naissance d'un immense engouement, d'une préhistomania, pour reprendre le titre de l'exposition qui dévoile actuellement ses créations du temps d'avant au Musée de l'Homme de Paris. Une préhistomania donc qui contamine aussitôt le grand public. Quelques pionniers, souvent autodidactes et à la marge de la communauté scientifique, se lancent ça et là à la découverte d'autres sites afin de relever les œuvres sur les parois et prouver ainsi au monde européen de quoi étaient capables nos ancêtres de la fin de l'âge de pierre au début de l'âge de bronze.
20 ans plus tard, le jeune Henri Breuil participe à des fouilles en Dordogne. À 24 ans, il vient d'être ordonné prêtre, mais il préfère les grottes aux églises. Lors de ses études au séminaire, fasciné par les cours de son professeur de sciences, il a décidé de se vouer tout entier à l'étude de la préhistoire. Et en ce 8 septembre 1901, l'abbé Breuil découvre la grotte des Combarelles, un site majeur de plus de 600 gravures animales datant de 13 000 ans. Puis 4 jours plus tard, la grotte de Font-de-Gaume et ses somptueuses peintures magdaléniennes. Très bon dessinateur, l'abbé Breuil a trouvé une technique pour témoigner de ces vestiges. Avec son béret noir comme seule protection, il rampe au fond des grottes, un fusain entre les dents, applique un papier sur la paroi et retrace les contours des gravures ou des dessins. À l'image de cette science qui vient tout juste de naître, les moyens sont rudimentaires et le papier utilisé n'est qu'un simple emballage pour fleuristes. Toutefois, avec ces découvertes, l'art préhistorique conquiert désormais ses lettres de noblesse. Les publications s'enchaînent, les recherches avancent et bouleversent la vision des contemporains. Mais si l'authenticité de ces peintures est devenue irréfutable, de nombreux mystères demeurent. Qu'ont cherché à exprimer ces artistes préhistoriques? Quel était le but de ces mystérieuses représentations dont la beauté est certes fascine, mais dont le sens échappe encore à ces premiers préhistoriens? C'est à toutes ces questions qu'il s'agit désormais de répondre. À l'aube du XXe siècle, une poignée de chercheurs en quête de réponses se lance dans l'édification d'une science nouvelle. L'un d'eux se nomme donc Léo Frobenius. Autodidacte, ce trentenaire allemand est devenu ethnologue sur le tard. Les sociétés scientifiques de Francfort ne l'intéressent guère et il cherche à rejoindre l'Afrique à tout prix, ce continent qui le fascine depuis sa petite enfance. Craignant que le processus de colonisation européen ne fasse disparaître à jamais ce qu'il considère comme un art majeur, il entend tout documenter. Frobenius est persuadé que partout en Afrique se trouvent des œuvres majeures qui n'attendent que leur découverte, et sûrement parmi elles des peintures pariétales au sein des grottes ainsi que des peintures rupestres dans les gorges rocheuses isolées du reste du continent. En 1904, Léo Frobenius parvient à trouver des financements pour son tout premier voyage au Congo. Il entend se familiariser avec son terrain, apprendre le dur métier d'aventurier. Mais en guise de baptême du feu, il reçoit une flèche empoisonnée dans la jambe. Cela ne le décourage pas pour autant, et Frobenius passe 10 ans à sillonner le continent. Mais la Grande Guerre éclate et coupe court à ses projets. Qu'à cela ne tienne, il utilisera la guerre à sa façon. Sur ordre secret de l'état-major allemand, il embarque en 1915 en mer Rouge en direction de l'Érythrée. Sa mission est de soulever les Arabes et les Soudanais contre les Britanniques. Mais n'est pas Laurence d'Arabie qui veut. Espion maladroit, Frobenius se détourne de sa mission et profite du voyage pour faire reproduire des peintures rupestres de la région. Après quoi, il ne déviera plus jamais de sa voie. 10 ans plus tard, en 1926, il revient d'une expédition qu'il a montée dans le désert nubien. Accompagné d'artistes et de scientifiques, il rentre à Francfort avec dans ses malles près de 1200 dessins. Mais pas question de s'arrêter là. À peine rentré, Léo Frobenius se met en quête de financement pour une nouvelle expédition d'envergure en Afrique australe. Pour lui, à 53 ans, l'aventure ne fait que commencer. En 1928, la grande expédition rêvée par Frobenius est quasiment prête. Il s'agit d'un voyage de 2 ans à travers 7 pays du sud de l'Afrique. Un voyage qui a coûté très cher à mettre en place car il exige de lourdes dépenses en matériel, en guide, en porteur. Et la somme de 160 000 Reichsmark récoltée à ce jour ne suffit pas. Qu'à cela ne tienne, Frobenius jouera de son talent de showman sur la route afin de compléter son budget. L'énergumène s'est enjolivé la vérité pour donner à ses aventures une tournure rocambolesque lorsqu'elle lui semble manquer de piquant. À la presse qui raffole du personnage, il promet une véritable épopée. Mais derrière l'aventurier fantasque se cache un scientifique sérieux. Léo Frobenius a compris avant l'heure que les peintures préhistoriques sont vouées à disparaître avec le temps et qu'il faut s'empresser de les relever pour en garder la trace. Ses collaborateurs ont donc été triés sur le volet en fonction de leur motivation et de leurs compétences. Ils seront 7 en tout à l'accompagner, 3 scientifiques et 4 peintres. Et à l'exception du chef d'expédition, il s'agit d'une première pour tous les jeunes participants. Chose rare pour l'époque, plusieurs femmes font partie du voyage. Parmi les 4 artistes peintres de l'exposition, 3 sont des jeunes filles fraîchement diplômées des Beaux-Arts.
Elisabeth Mansfeld, Maria Weiersberg et Agnès Schulz. Issue de bonnes familles allemandes, elle voit en ce voyage une opportunité de s'émanciper et l'occasion de vivre l'aventure d'une vie. La 9e expédition Frobenius atteint enfin l'Afrique du Sud à la fin de l'été 1928. Le 6 octobre, les 4 femmes de l'expédition, à savoir les 3 artistes peintres et la scientifique Mrs. Slack, quittent leur camp de base à 10 km de Pretoria et partent seules pour le Lesotho. Après une courte étape à Maseru, la capitale, elles s'enfoncent dans les montagnes du pays. Là-bas, elles découvrent des représentations animales vieilles de plusieurs milliers d'années, dont certaines se superposent en différentes couches et qui donnent à penser que de nombreux artistes d'une génération à l'autre ont participé à la création de cette grande fresque évolutive. Impressionnées par l'ampleur et la complexité de leur tâche, les collaboratrices de Frobenius réfléchissent longuement à la manière de transposer ces peintures en taille réelle. À cette saison, des pluies diluviennes tombent sur la région et n'arrangent rien, mais leur petite tente de 4 places résiste aux aléas et chaque jour, leur travail se poursuit inlassablement. Un travail qui dure jusqu'au soir dans la grotte humide et froide, au sommet de frêles escabeaux en bois, avec pour seul éclairage des lampes à pétrole. Guidés par Madame Slack, les 3 jeunes artistes mènent à bien leur mission, appliquent leur papier calque japonais, procèdent au relevé qu'elles peignent ensuite à l'aquarelle. Leurs journées ne sont pas aussi rocambolesques que Frobenius l'a laissé entendre à la presse avant leur départ. Les heures sont longues et studieuses. Ce sont celles d'artistes au travail. Une fois leur mission achevée, ces jeunes femmes retrouvent enfin leur camp de base. Les hommes, de leur côté, viennent tout juste de rentrer de leur mission vers le nord. Frobenius les accueille chaleureusement dans sa chemise saharienne beige et son short assorti, ses longues guêtres en cuir passées de mode et sa casquette d'aviateur à rabat. Le chef d'expédition est très admiratif de la pugnacité de ces jeunes filles et du travail somptueux qu'elles ramènent avec elles. Ravi, il part aussitôt s'isoler sous une tente proche et s'assoit à sa petite table de travail. Cigare aux lèvres, il chausse ses lunettes rondes et griffonne quelques notes. Imperturbable, il ne prête guère attention au petit singe qui vient de s'aventurer hors du bush africain et qui, perché sur le coin de sa table, s'amuse avec sa boîte d'allumettes. Pendant ce temps, les uns et les autres se sont préparés pour sortir et célébrer leurs retrouvailles. Les femmes ont quitté les vieux foulards usés qu'elles portaient sur la tête pour de petits chapeaux cloches et des robes à la mode, et les hommes ont enfilé leurs costumes de voyage. Toute l'équipée s'empresse de rejoindre leurs grandes automobiles rouges et partent à la recherche du premier petit bar en tôle ondulée où ils pourront savourer quelques bières autour d'une table en rotin. La bonne humeur et l'amitié sont de mise et au fil de ces longs mois, grâce à la stimulation des routes et des nuits à la belle étoile, il n'est pas rare que des couples se forment. L'Institut Frobenius est en train de devenir une grande famille. Pendant son séjour, le chef de l'expédition a fait la rencontre de l'abbé Breuil, qui porte lui aussi une attention toute particulière à l'Afrique australe depuis quelques années. En 1929, à Johannesburg, les 2 hommes font connaissance autour d'un poulet rôti du dimanche. L'abbé Breuil, qui n'est jamais allé aussi loin dans l'art du relevé, manifeste son admiration pour le travail de Frobenius qu'il désire promouvoir. Le Français promet dès lors à l'Allemand de lui ouvrir les portes des milieux scientifiques et artistiques parisiens. À son retour l'année suivante, c'est chose faite avec cette première exposition à la salle Pleyel dont je parlais en ouverture. Une exposition qui offre un coup de projecteur sur Frobenius, autant que sur cet art que lui-même et ses équipes ont tant œuvré à placer en pleine lumière. Un immense succès qui mène à d'autres expositions dans les musées d'Europe et d'Amérique et à d'autres découvertes aussi. Dans les années 1930, après Paris, les relevés de l'Institut Frobenius continuent leur périple et partout où ils sont exposés, Bâle, Zurich, Rome, Vienne, Berlin, Oslo, Bruxelles, Budapest, Amsterdam, ils provoquent le même choc esthétique. En 1937, les plus grandes aquarelles partent à la conquête du Nouveau Monde et s'offrent le MoMA de New York comme premier écrin. Le directeur du prestigieux musée cherche à créer la confusion. Il fait le choix d'exposer côte à côte et sans contextualisation les relevés des œuvres préhistoriques et des œuvres de peintres modernes. Comme à Paris 7 ans plus tôt, c'est un immense succès auprès d'un public américain aussitôt conquis. Parmi les nombreux visiteurs, un certain Jackson Pollock, encore peu reconnu.
Il ne partage pas l'avis de ceux qui s'insurgent contre le choix scénographique de l'exposition. Pour lui, les gouaches de Miro et les huiles de Paul Klee ont tout à fait leur place à côté de ces joyaux de la préhistoire. Car leur ressemblance est troublante, et il n'est pas le seul à le penser. Les premiers surréalistes étaient des hommes des cavernes, titre alors un journal de l'époque. L'art préhistorique s'installe dans la modernité, et avec quel fracas! Plus qu'un engouement momentané, il devient une référence et bouleverse l'histoire de l'art. Par un sortilège des plus étranges, par-delà les frontières spatiales et temporelles, un échange naît de cette rencontre. Les relevés des équipes de Frobenius influencent des artistes comme Matisse, Max Ernst ou Giacometti, qui écrit d'une plume convulsive, quasi obsessionnelle, « Dessin des cavernes, caverne, caverne, caverne. Là et là seulement, le mouvement est réussi. » Mais en 1938, Léo Frobenius n'est plus, et le début de la Seconde Guerre mondiale inflige un coup d'arrêt brutal à cette fièvre préhistorique mondiale. Mais, paradoxalement, l'une des plus grandes découvertes européennes et universelles en la matière se produit au même moment où l'obscurité d'une longue nuit de barbarie est en train de tomber sur tout le continent et bientôt sur le monde entier. À la fin de l'été 1940, en Dordogne, alors que 2 mois auparavant la France a capitulé face à l'Allemagne nazie, 4 adolescents partent explorer les environs de leur village. Ils se sont mis en tête de retrouver le trésor des contes du Périgord qui, d'après une légende locale, serait enterré dans le coin. Mais la découverte qu'ils s'apprêtent à faire est bien plus importante. Grâce à son chien, Marcel Ravida, le plus âgé de la bande, repère une cavité. Munis de leur lampe à pétrole, les 4 compagnons se faufilent dans l'ouverture et découvrent des figures animales remarquablement conservées. Marcel court aussitôt prévenir son ancien instituteur. Le maître d'école se charge d'inviter le vieil abbé Breuil, qui depuis Paris ne se fait pas prier, saisit sa canne et son béret et s'empresse de rejoindre le site. Le 21 septembre 1940, il est le premier spécialiste à se glisser dans la grotte de Lascaux, cette véritable chapelle sixtine de la préhistoire, écrira-t-il subjugué. Dès la fin de la guerre, la fascination pour l'art rupestre ressurgit aussitôt, et l'épidémie de préhistomania reprend pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Les grandes expéditions recommencent. L'une des plus marquantes est celle de 1956. Dans une mission mandatée par le Musée de l'Homme, Henri Lhôte, 53 ans, disciple de l'abbé Breuil, se lance dans le Tassili, cet immense plateau saharien du sud-est de l'Algérie, aux confins de la Libye, du Niger et du Mali. À la tête d'une caravane de 30 chameaux, il part à la recherche d'œuvres réalisées par ceux qui vivaient sur place, près de 8000 ans plus tôt, quand le paysage n'était pas fait de sable, mais de vastes prairies. Les chercheurs s'enfoncent alors dans les labyrinthes de roches, se perdent volontairement dans la profondeur des canyons et découvrent un gigantesque musée à ciel ouvert. Henri Lhôte s'acharne à relever quantité de peinture et à cette fin, il met au point une technique controversée, mouillant les parois avec de l'eau avant d'appliquer les calques ou surlignant parfois à même la pierre les contours des dessins. À son retour, amaigri, épuisé par son travail colossal, l'autodidacte si soucieux d'être reconnu par la communauté scientifique se voit très critiqué, car au tournant des années 60, les perceptions sont en train de changer. Oui, on s'inquiète du sort des peintures rupestres et pariétales. En France, depuis 1948, la grotte de Lascaux est ouverte au grand public et 1500 visiteurs s'y précipitent chaque jour. Les peintures se détériorent et la grotte est fermée juste à temps. Partout dans le monde, d'autres œuvres sont dégradées. Le tourisme de masse fait des ravages. À certains endroits, les guides et les visiteurs peu précautionneux ont pris l'habitude de jeter de l'eau sur les peintures pour en raviver les couleurs. Ailleurs, d'autres œuvres pâlissent et s'estompent d'elles-mêmes. Comme l'avait prédit Léo Frobenius, l'art de la préhistoire, après avoir ressurgi dans la modernité, est en train de disparaître peu à peu. Et de même que les hommes de la préhistoire ont miraculeusement dialogué avec les artistes modernes, les moins scientifiques d'entre nous seraient presque tentés de lire dans ces disparitions un autre message de leur part, une sorte de mise en garde, celle de ne pas les oublier. Nous ne savons rien du contexte dans lequel ces œuvres ont été créées, ni rien de ce que les peintres de la préhistoire cherchaient alors à raconter. Nous tenterons de répondre à quelques-unes de leurs énigmes avec nos invités dans le cadre de la nouvelle exposition Préhistomania au Musée de l'Homme de Paris,
et qui nous dévoile les somptueux relevés des premiers préhistoriens du XXe siècle, Breuil, Loth, Frobenius. Comme en 1930, le visiteur a l'illusion d'entrer dans la grotte et à travers le monde, suit le parcours de ces aventuriers et artistes passionnés. Un voyage dans le temps dont on ne ressort pas indemne. Car aujourd'hui, le virus de la préhistomania court toujours et personne n'y échappe. Ces œuvres continuent de nous fasciner, autant par les mystères qui les entourent que par cette certitude, celle que les toutes premières sociétés humaines cherchaient comme nous à figer dans l'espace une forme d'expression destinée à s'inscrire dans le temps. Une expression que l'écrivain Milan Kundera aurait pu qualifier de geste d'immortalité et dont toute œuvre d'art est issue. Aujourd'hui encore, cet héritage inestimable continue d'irriguer nos imaginaires. Le grand préhistorien contemporain Jean Clotte écrit à propos de ces peintures millénaires qu'elles sont, je cite, des portails vers une époque révolue, un lien immuable entre nos ancêtres et nous, rappelant que la créativité est une force qui unit tous les êtres humains. Et il faut dès lors se féliciter du fait que les premiers préhistoriens, accompagnés d'artistes de talent, aient réalisé ces fusains et ces aquarelles qui, parfois, sont les derniers vestiges conservés de peintures préhistoriques aujourd'hui disparues. Grâce à eux, le dialogue avec nos lointains ancêtres n'est pas rompu, et il se poursuivra tant qu'artistes scientifiques ou simples amateurs s'obstineront à entretenir ce lien. Ces relevés, réalisés pendant l'entre-deux-guerres par ces hommes et ces femmes de passion, ont une valeur historique et scientifique inestimable. Ils sont aussi des œuvres d'art à part entière, les témoins d'une aventure humaine dans une époque très particulière, celle du début des années 30. Des œuvres émouvantes qui, déjà au temps de Guernica, proposaient un chemin tout autre que celui dans lequel le monde s'engageait, provoquant une réflexion plus large sur le destin de l'homme et son universalité. Europe 1, historiquement vôtre. Aurélie Clémente-Ruiz, vous représentez le Musée de l'Homme. Préhistomania est le premier projet que vous conduisez en tant que directrice. Et vous, Richard Kuba, vous représentez l'Institut Frobenius à l'Université Goethe de Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Qu'est-ce que les collections de relevés possédées par ces deux institutions ont d'unique ? Alors, l'intérêt de cette exposition, c'est effectivement de montrer des collections relativement inédites, puisque pour certaines de ces œuvres, elles n'ont pas été montrées depuis 90 ans. Voilà, donc il faut venir les voir. Et ce qu'elles ont d'unique, c'est que c'est la trace d'un passé, on l'a dit, d'un passé révolu, mais qui raconte aussi quelque chose de notre présent. Et ce sont des œuvres qui, esthétiquement, sont magnifiques. Et on voulait provoquer ce choc esthétique dans l'exposition et en entrant dans la collection. Donc l'idée de l'exposition, c'est vraiment de mêler les collections du Musée de l'Homme à travers les relevés de l'abbé Breuil, d'Henri Loth et de Gérard Bayou à celles de l'Institut Frobenius. Effectivement, il y a un peu plus de 10 ans, on a carrément redécouvert cette collection d'art rupestre dans le sous-sol de l'Université de Francfort. Ils étaient